On se demande, dans le fond, si la profession d'enseignant est en péril. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, Aurélie. Moi, ça me semble assez évident qu'elle est en péril. Ce discours-là, on l'entend depuis 2 décennies. Là. Je veux dire, c'est certainement pas nouveau. Déjà, en 2010, la FAE, la CSQ avait produit des chiffres qui indiquaient que dans les 5 premières années de la profession enseignante, 20 des candidates à la profession et des nouvelles, et des nouvelles enseignantes, des nouvelles personnes enseignantes quittaient la profession. Et ça, c'était donc il y a 13 ans. Et de toute évidence, les conditions de travail ne se sont pas améliorées et l'enjeu salarial ne peut pas répondre à tous les besoins. Et moi, je pense que le fait qu'on s'entête à vouloir donner plus d'argent sans regarder en profondeur les conditions de travail, c'est un signe qu'on dévalorise la profession. Qu'est-ce que vous en pensez, Tacha? Bien, je pense que l'argent, c'est un remède facile à un problème qui est très complexe. Ça ne va pas, je pense, faire retenir les enseignants. Vraiment, c'est la question, c'est les conditions de travail. Ce qu'ils réclament, d'ailleurs, c'est d'être capable d'enseigner. On voit des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des enfants qui sont violents. C'est impossible. J'ai regardé des statistiques. Ici, en Ontario, c'était l'année la plus violente jamais vue. Ici, à Toronto, 323 étudiants qui ont été expulsés, des taux de violence dans tous les secteurs des écoles. C'est quelque chose vraiment de... Ça rend malheureux les enseignants et impossible de travailler dans ces conditions-là. Alors, c'est vraiment à cette question-là, ces priorités-là, la sécurité au travail, être capable d'enseigner aux enfants qui ont besoin d'appui, de ce soutien additionnel. Ouais. C'est là qu'on devrait regarder. Et il y a beaucoup de détresse également. Il y a des enjeux de santé mentale. Vous évoquez la sécurité, les salaires qui ne sont pas assez élevés. On dirait que, Cyril, tout le métier n'est plus valorisé de nos jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est une question qu'on retrouve un peu partout. Moi, j'ai été président d'un conseil scolaire qui est l'équivalent de vos commissions scolaires au Québec. Une trentaine d'années passées, c'est quand même il y a longtemps. Et puis, lorsque les enseignants se préparaient pour la rentrée ou lorsqu'ils faisaient des colloques à la fin de la saison, la majorité des ateliers portaient sur des questions de santé mentale, des questions de stress, de gestion de la salle de classe. Donc, c'est pas nouveau. Je pense que c'est graduel, mais aujourd'hui, on entend de beaucoup de gens, pas seulement les enseignants eux-mêmes, qu'effectivement, il faut s'occuper de l'école. C'est un maillon fondamental dans une société. Et puis, si on ne s'en occupe pas comme il faut, bien, je pense qu'on est en péril sur le long terme. C'est quand même un élément central pour une société. Quand on regarde les enseignants qui abandonnent la profession, vous l'avez un peu évoqué, Aurélie, après 1 an, de 25 à 30 et après 5 ans, de 50 Aurélie, c'est quand même ahurissant, là. C'est une vocation à être enseignant. Les gens qui vont étudier pour être enseignants, c'est qu'ils ont le goût. Ils ont le goût de la pédagogie, ils ont le goût du contenu, d'être en contact avec les jeunes, de leur donner un bel apprentissage. 50 après 5 ans qui veulent abandonner, c'est tout un problème. C'est complètement alarmant, mais vous voyez, c'est intéressant de dire d'évoquer le terme vocation, parce que souvent les enseignantes vont dire oui, bien sûr, on fait ça par passion, mais d'utiliser le langage de la vocation, ça permet un peu de balayer sous le tapis les réelles questions de nos conditions de travail. C'est une façon de dire c'est des gens qui ont le sens du sacrifice, qui vont le faire quoi qu'il arrive, alors que non, si on veut être capable de vraiment renforcer la profession, il faut être à l'écoute des besoins là, vraiment matériels et immédiats dans l'organisation des classes, dans l'organisation des écoles. Puis en ce moment, c'est ça qui manque et qui ne se réglera pas en donnant seulement un peu plus d'argent. Ouais. Même si c'est une vocation, comme j'employais le mot qu'on entend beaucoup, ça mérite d'être valorisé, ça mérite d'être bien payé, ça mérite d'avoir de bonnes conditions de travail. C'est un travail qui n'est pas simple, hein, d'enseigner, de montrer aux jeunes, de les aider à apprendre, à devenir des citoyens. Je veux quand même faire la comparaison quand on regarde les salaires des enseignants au Canada. Puis on comprend que ce n'est pas juste une question de salaire, mais c'est aussi une question de salaire quand même, parce que tout le monde veut être capable de suivre le coût de la vie. Salaire des enseignants avec 10 ans d'expérience. La moyenne au Québec, 77 353 $. La moyenne canadienne, 95 281 $. L'écart est de 23 Tacha, c'est un problème pour vous, vous pensez?
Bien, ça, c'est surprenant, c'est sûr. Ici, en Ontario, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font 100 000 par an et c'est pas un jamais vu, ça, du tout. C'est le bon salaire? C'est correct, ça, pour vous? Ils considèrent que encore ici, c'est la même sorte de chose. C'est pas nécessairement juste pour les salaires que les gens ont milité. La province, justement, vient de régler avec les enseignants au primaire ici, qui réclamaient plusieurs choses, dont une augmentation aussi, mais aussi les conditions de travail. C'est vraiment là, la sécurité au travail, être capable d'enseigner, être soutenu, avoir des, comme on dit ici, ECE, c'est-à-dire des Early Childhood Educators. C'est des gens qui aident parfois aux enseignants pour les plus jeunes qui, quand ils ont des troubles d'apprentissage et autres, qui les accompagnent dans les classes. C'est là vraiment où les enseignants font leurs demandes. Alors, c'est pas juste l'argent, mais c'est clair qu'il y a un écart avec le Québec, quoi. C'est pas juste l'argent. Quand on regarde le nombre d'élèves par classe au primaire, en Ontario, la moyenne, c'est 20. Le maximum, c'est 24. Au Québec, c'est de 20 à 24 la moyenne. Et c'est maximum 22 à 26. Au Nouveau-Brunswick, Cyril, de 16 à 22 en moyenne, maximum de 21 jusqu'à 29. Vous qui connaissez bien ce que c'est d'être professeur, puis de travailler dans une école, dans un conseil scolaire, puis là, vous travaillez auprès de jeunes en formation professionnelle en ce moment, c'est quoi un bon ratio? Bien, ça, c'est une très, très bonne question parce que, vous savez, j'ai travaillé à l'international. Je suis allé dans des écoles où il y avait 50 ou 60 enfants. Hein. Donc, j'ai toujours eu un petit peu de difficulté dans une classe. Et puis, en Afrique subsaharienne, c'est encore des plus grands nombres que ça. Alors, je ne veux pas comparer des choses qui ne se comparent pas, mais j'ai tout le temps eu un peu de difficulté par rapport au nombre, bien qu'aujourd'hui, je pense que Tasha l'a signalé, puis Aurélie également, la question, effectivement, des troubles d'apprentissage, des difficultés d'apprentissage est devenue omniprésente. Et là, les enseignants, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir de l'appui, pas seulement pour eux, mais d'avoir des spécialistes qui viennent intervenir en salle de classe pour accompagner ces enfants. J'ai une de mes filles qui est une spécialiste de la question, m'a dit que c'était horrible dans des écoles où on a des enfants qui sont laissés pour compte complètement parce qu'ils ont des difficultés, puis on les laisse là sur le carreau. Alors, je pense que c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'il faut résoudre. La question de la violence a été soulignée, mais je pense que les questions liées à l'apprentissage sont aujourd'hui absolument centrales. Tasha? Bien, les ratios, c'est intéressant. En Ontario, je te dis, il y a des classes avec 35 étudiants. C'est très commun. Ouais. Alors, le ratio idéal, là, qui démontre, c'est beau le voir, mais la réalité, c'est tout autre chose. Mais je pense que c'est important de souligner aussi, ici, en Amérique du Nord, différence avec l'international, où beaucoup d'enfants, être en classe, c'est quelque chose parfois difficile pour la famille. D'habitude, ils doivent payer, c'est pas toujours gratuit. Alors, je pense qu'il y a un sentiment aussi de discipline qui est plus fort ou d'appartenance. Ici, malheureusement, beaucoup d'enfants, je dirais que les parents aussi ont un rôle à jouer. Ils ne respectent pas les profs. Il y a souvent des désobéissances. Et quand les profs se plaignent, les parents disent, bien, mon petit ange ne ferait jamais ça. Alors, il y a vraiment, je pense, un problème aussi avec ça, oui. On doit s'adresser. Les parents font partie de la solution aussi. Est-ce qu'on a fait trop de place au privé? L'école privée est très valorisée. Est-ce que ça se fait au détriment de l'école publique? Il y a des écoles publiques aussi où on offre des programmes spécialisés. Ça vient comme une troisième vitesse, là, Aurélie? Oui, bien ça, ce fameux programme à 3 vitesses, là, ou curriculum à 3 vitesses, c'est quelque chose qui est décrit comme étant un problème parce que, d'une part aussi, ça empêche la mixité sociale dans les classes. Il y a plusieurs travaux menés dans des contextes à l'étranger qui ont démontré que si le réseau public est fort, on a une plus grande mixité sociale dans les classes. Ça fait en sorte que des personnes provenant de différents strates socio-économiques vont s'impliquer dans l'école et ça va d'autant plus renforcer le réseau public. Au Québec, essentiellement, on a fait l'inverse. On a le public régulier, le public avec des programmes particuliers qui sont réservés souvent avec des tests d'admission à l'entrée, et le privé, où là, bien évidemment, c'est privé, il y a une barrière à l'entrée qui est très claire et ça a eu pour effet direct de fragiliser le réseau public et même de l'entraîner dans une spirale de fragilisation constante. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.